Bonjour. Yeah, Mr. Ngese Gislin, good evening. I also use this opportunity to present all our acknowledgement to our followers who usually support this new popular movement platform, New Hacker channel. So it's a great moment for us to present all our acknowledgement. I'm also happy to share this broadcast live with you, Mr. Ngese. Of course, we are happy to have you by our side. Monsieur le Président, une fois encore, nous sommes avec vous, Monsieur le Président, et permettez-nous de vous adresser nos shadows, Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, mes chers intervieweurs. C'est comme ça qu'il faut vous appeler. C'est le travail que vous faites. C'est un travail passionnant. Bon, je suis toujours très heureux parce qu'impressionné par votre dextérité dans la formation et la construction des interviews, qui à eux seuls constituent une œuvre colossale. Bon, je voudrais vous saluer et m'incliner devant l'investissement intellectuel, moral, etc., qui est nécessaire pour faire ce travail. Je salue, au-delà de vous, toute l'équipe technique qui est derrière et qui porte techniquement le soubassement nécessaire pour que les standards requis soient respectés. Et je salue enfin les internautes. Très nombreux. Oui, mais qui sont notre raison d'être, parce que sans eux, tout ce qu'on fait ici ne sert à rien. Bien sûr. Donc je les salue de manière particulière. Ils ont toute mon estime dans le cadre de cette communauté de combat que nous avons décidé de créer, et d'imposer dans le paysage numérique. Voilà. Monsieur le Président Bandakani, cette émission est particulière pour la raison évidente qu'elle met en lumière une situation particulièrement complexe et délicate qui travaille notre pays, le Cameroun. Elle est intitulée Géoethnie, tribalisme et révisionnisme historique. Une instrumentalisation des lobbies ethnofascistes. Le Cameroun est travaillé depuis peu, notamment depuis dimanche, par une déclaration majeure qui a obligé beaucoup de Camerounais à prendre position et à se prononcer sur la question. La question met en lumière des déclarations délicates parce qu'elle tente à incriminer des personnes qui ont été réhabilitées par la nation camerounaise comme étant les héros nationaux. Et sur ce, Monsieur le Président Bandakani, nous allons commencer à poser la première question, Monsieur le Président Bandakani, et elle est la suivante. Dans une sortie médiatique, Monsieur le Président Bandakani, un homme politique de la place bien connu, en l'occurrence Abel Elie Bilobé, a déclaré, et je le cite, « Les Bamileke d'Ernest Ouandé ont brûlé des villages entiers dans la zone du Mungo pour prendre des terres entre 1960 et 1971, alors que le Cameroun était déjà indépendant. Ernest Ouandé est un bandit, un grand bandit. Il ne faisait pas de la politique puisque le Cameroun était déjà indépendant à l'époque. Nous sommes là entre 1960 et 1971. Pour ces personnes dans le pays Mbo, Ernest Ouandé ne se battait pas pour une cause nationale. Il convient de rappeler ici, Monsieur le Président Bandakani, que la loi 91/022 du 16 décembre 2011 portant réhabilitation des figures du Stade du Cameroun indique que les sieurs Amadou Aïdjo, Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumier et Ernest Ouandé ont été réhabilités pour leur œuvre en faveur de la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire et de sa culture. L'article 2 de la même loi précise ceci. La réhabilitation visée à l'article 1 ci-dessous a pour effet de dissiper tout préjugé négatif qui entourerait toute référence à ces personnes, notamment en ce qui concerne leur nom, leur biographie, leurs effigies, leurs portraits, la dénomination des rues, les monuments, édifices, etc. Monsieur le Président Bandakani, le leader épéciste Ernest Ouandé est ainsi qualifié de grand bandit par un homme politique, au mépris évident de la loi de réhabilitation citée ci-dessus, Monsieur le Président Bandakani. Tout en mentionnant votre filiation épéciste, quelle est votre analyse pour Monsieur le Président Bandakani? Pourquoi Ernest Ouandé serait-il un grand bandit et ses compagnons de lutte, en l'occurrence Ruben Oumniobé et Félix Oumniobé ne serait pas Monsieur le Président Bandakani? Votre question a plusieurs aspects qu'elle croise en même temps. Donc j'essaierai de serrer
déhiérarchiser ces aspects, en commençant par les questions de forme, les aspects secondaires pour arriver à ce que je pourrais appeler l'aspect principal qui est au cœur de votre questionnement. D'abord, je pense que pour nous et pour la mémoire de notre pays, c'est un deuil. C'est un deuil. C'est le deuxième assassinat d'Ernest Ouandjé. Tout à l'heure, on reviendra sur les propos du général Semengue qui estime que Ouandjé n'a pas été assassiné. Ouandjé a été assassiné. We are going to enter. C'est son deuxième assassinat. La charge émotionnelle, la charge historique et politique qu'il y a derrière les propos de M. Nimi Lobin, pour moi, sont comparables à la violence militaire qui s'est abattue sur le Cameroun à la faveur de la lutte pour l'indépendance. Je répète ce que je viens de te dire. La violence, la charge émotionnelle, historique et politique, c'est pas que charrie les mots de M. Nimi Lobin, et pour moi qui a la chance de le connaître un peu, c'est pas nouveau, hein, ça c'est pas les autres. Mais je connais la haine personnelle que M. Nimi Lobin nourrit envers le nationalisme camerounais. Une haine personnelle. C'est une pulsion profonde qui le travaille et qui vient d'exprimer. Qui s'est déversé, non, qu'il a dépassé parce que c'est depuis qu'il lutte contre lui-même pour essayer de calmer cette pulsion, mais qui le travaille et le déchire depuis qu'il est entré en politique. Il a beau masquer ça, mais ça c'est le stage suprême de cette éruption, j'allais dire volcanique intérieure, pulsionnelle intérieure, qu'il a amené, n'est-ce pas, à dire ce qu'il a, à franchir cette ligne rouge de la ligne rouge. Ligne rouge de la ligne rouge. Oui, qu'il a franchi. Donc, nous sommes en deuil. Nous, les patriotes, les nationalistes, nous, les épécistes, nous sommes en deuil. D'autant plus que ça vient d'un homme politique, d'un Camerounais, qui a amené certains à croire qu'il incarnait le changement. Qu'il incarnait quelque chose dans le paysage politique. Et dans le changement, puisque c'est le mot, c'est important, parce que là, on reviendra, que les gens comprennent au fur et à mesure qu'on met dans le changement. Quelqu'un, Nimi Lobin, a prétendu pendant longtemps qu'il incarnait le changement, la vraie opposition. Effectivement. Voilà, donc là, je l'ai dit là, de plus en plus, je le dis, que la question du contenu qu'on met dans le changement va s'imposer au Cameroun. On y est, je l'ai dit, on y est. Voilà, donc, nous sommes en deuil, parce que moi, je compare cette violence, la violence de son propos, la violence n'est pas que physique, hein, on le sait désormais. Donc, d'ailleurs, il n'y a même pas de violence physique sans violence morale. Ça marche ensemble. Elles vont de pair. Ça va de pair. Donc, c'est une violence physique, c'est une violence culturelle, c'est une violence morale, c'est une violence émotionnelle que moi je compare à la violence militaire qui s'est abattue, exercée par la France évidemment, qui s'est abattue sur les patriotes camerounais. Ça, c'est un. Donc, c'est un drame. C'est un drame. C'est un drame. Vous savez, c'est comme si on arrachait une partie de vous-même. Vous savez, les esclavagistes arrachaient les Africains, les négro-africains de leur terre, les arrachaient de leur village, de leur famille, de leur terroir, de leur famille, de leurs attaches, pour les amener très loin dans les plantations en Amérique. C'est l'un des plus grands drames de l'histoire de l'humanité. Mais la différence entre ce que M. Nimi Lobin vient de faire et ces esclavagistes qui se permettaient ce type d'atrocité, c'est que bon, on n'est pas arraché physiquement de notre espace de vie, mais on est arraché moralement, on est arraché à notre histoire. On est arraché à son histoire, on est brutalement frappé dans les lieux historiques que nous habitons. Effectivement. Oui, on est frappé. Et moi, je vous assure, c'est très violent. C'est très violent. Et une fois de plus, c'est triste. Nous sommes en deuil. Les EPC sont en deuil.
On est en deuil. Donc, raison suffisante pour qu'une émission comme celle-ci ait lieu, se tienne, pour lui apporter des réponses à la hauteur de sa pulsion. J'ai une pulsion, monsieur le président. C'est Moi, une pulsion. essentiellement, Non, c'est une pulsion. C'est pulsionnel chez lui. Il faut écouter, il faut regarder son visage quand il parle. Voir son visage. C'est pulsionnel chez lui. Je vais expliquer pourquoi. Donc, il y a une dimension personnelle, il y a un aspect personnel lié à sa personne, n'est-ce pas, qui instruit ce procès qui fait un S1D. Mais au-delà de lui, il y a les aspects historiques, il y a les aspects politiques, tout à l'heure que nous allons faire ressortir. Sur le plan personnel, je viens d'expliquer la déchirure interne qui le travaille. Le travail, et qui s'est manifesté, n'est-ce pas, de manière sauvage, sur la violence qu'il exerce sur la personne, sur un mort, sur la mémoire d'un mort, pas n'importe quel mort, un héros national. réhabilité comme tel par une loi. Non, je ne parle pas de réhabilitation. On verra tout à l'heure que ça ne signifie rien. C'est une démarche juridique, mais on le voit, qui, de la part de l'État, sur le plan politique, ne l'engage pas. Puisque depuis que ces dérapages ont commencé, l'État camerounais se tait et encourage tacitement cette démarche-là. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a l'aspect personnel. Sur le plan politico-personnel, ça participe de sa stratégie. M. Dimilobé a une stratégie pour devenir un acteur politique important au Cameroun en réalisant l'unité politique dans l'unité tribale, dans l'unité ethnique. Vous dites c'est une stratégie, l'unité politique dans l'unité tribalo-ethnique. Pour se placer en grand défenseur de Sawa, déclasser ses rivaux internes dans le milieu de Sawa, parce qu'il y a une lutte entre M. Dimilobé et une certaine élite Sawa qui est installée au cœur de l'administration, au sein du RDPC, qui lui font ombrage. Donc, dans sa stratégie, il compte les battre sur le terrain de la défense excessive du peuple Sawa, dont il serait le porte-parole autoproclamé, et il espère qu'Actem va supplanter dans cette édile-là, deviendrait indispensable, et pourra donc, n'est-ce pas, se faire élire sur un programme de défense, de réhabilitation et de promotion des intérêts Sawa, n'est-ce pas, qui pourrait être basé sur une organisation d'un lobby d'un certain niveau, visant à déboucher sur des lois. Il le dit, il ne cache pas, hein, sur des lois, par exemple, qui doivent réaliser le nombre de députés à Douala, et enlever tout halogène sur des listes, n'est-ce pas, électorales, non, sur la liste des éligibles, n'est-ce pas, aux élections locales, aux élections législatives. Donc, son programme est clair. Et il a une stratégie. Il est important de comprendre ça pour bien mesurer la portée de ses propos. Il faut bien comprendre ça. Si vous séparez ça de sa stratégie politique, vous ne le comprenez pas. Et ça montre la puissance de la pulsion que le travail à tout prix. Je sais de quoi je parle, et ces propos-là sont publics. Il le dit dans cette intervention. Il ne cache pas. Donc, vous voyez à quel niveau un homme politique peut aller pour satisfaire ses ambitions. Il peut aller jusqu'à la destruction de la mémoire nationale, la destruction de l'histoire du pays, dans le sens d'un révisionnisme extrêmement violent, extrêmement réactionnaire. Réactionnaire dans le sens de préparer la guerre civile. Préparer la guerre civile comme étant une possibilité de résolution des contradictions politiques. La guerre civile, la guerre des tribus. C'est grave. C'est grave, parce que ça, c'est l'aspect politico-personnel. Alors, sur le plan de la mémoire politique nationale, sur le plan même au niveau de la politique nationale du pays, on ne comprend pas ça si on sépare la démarche du personnage de ce que j'appelle le saucissonnage de la mémoire du patriotisme camerounais.
Il y a un processus au Cameroun qui a cours depuis les indépendances, même avant, et ça c'est la signature du colon français, mais qui est repris par l'État, par les éléments de l'État néocolonial, dans le cadre de la guerre des élites régionales, les élites régionales pour le contrôle de position au sein de l'appareil d'État. Donc chaque élite, ou bien chaque club d'élite doit d'abord constituer sa région en bantoustan politique. En bantoustan politique. What does it mean, Mr. President? Bantoustan politique en fief. It means that in the regional area must be a Bantustan. If you think about the apartheid regime of apartheid in South Africa, we are going to understand what I want to mean. Donc, c'est-à-dire que Bantustan veut dire que les régions là n'ont rien à voir avec d'autres régions du Cameroun sur le plan politique, ils n'ont rien de commun, et que, bon, c'est à l'État, n'est-ce pas, d'établir un lien entre les régions. Donc, historically and politically, there is no relation between Cameroonian people. Cameroonian people are condemned to be they cannot be Cameroonians. We are talking of the fragmentation of the country. Of the country. Of the country. They cannot be Cameroonians. They are regional population. Yeah. Regional population. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que donc, les élites, donc chaque élite doit être maître chez soi. Comme on dit charbonnier, maître chez soi. Club d'élite doit contrôler sa région. Vous n'avez qu'à voir comment le RDP s'organise. Vous entendez les patrons des régions, patrons de telle région, etc. Les élites de tel, du Dialobo, les élites du Nord, les élites du Nord-Ouest, du Sud-Ouest. Le Cameroun est politiquement balkanisé ainsi. Et ça anime donc cette guerre, n'est-ce pas, des élites, pour chacun être maître dans sa région politique. Et de ce point de vue, ben, vous voyez que naturellement, ça contraint les élites à faire la guerre à tout récit national qui dépasserait les régionalismes et les ethnicismes. Vous comprenez ça? For the sake of their political position. Yes! C'est un héritage du colonialisme français. C'est comme ça qu'on a construit. Ce sont les piliers de la politique néocoloniale au Cameroun. D'ailleurs, en Afrique, c'est pas au Cameroun que vous voyez ça. Dans toutes les colonies françaises, même anglaises, hein. On ne peut pas vous fier à ces histoires qu'on dit pour idiots que non, il y a une différence fondamentale entre la colonisation française et la colonisation anglaise. Dans le fond, c'est la même chose. Donc, Elie Milo s'inscrit donc dans cette dynamique-là. Guerre des régionalismes, exacerbation de la haine tribale, instrumentalisation des contradictions socio-ethniques qui existent. Il ne faut pas les nier, ça existe, mais on l'exacerbe à l'extrême. Et la condition, c'est de détruire tout récit national qui peut donc dépasser, n'est-ce pas, les récits qui exacerbent les haines tribales. Il faut comprendre ça. Alors, c'est traduit comment? Parce qu'il faut qu'on soit clair. Yes, go on, Mr. President. C'est traduit par le fait que il n'y a donc pas d'héroïsme national. Il n'y a pas de nationalisme, n'est-ce pas, qui soit le ciment de la cristallisation de l'idée nationale, de la fermentation de la nation. Il n'y a pas. Il y a des patriotismes régionaux, tribaux. Chez les Sawa, c'est Tété Combo. Bon, c'est Dola Mangaben, Gossodine, tous ces gens-là n'ont aucun lien avec Oumyobé, Wandji. Il n'y a pas de rapport. Ça, c'est ça qui c'est ça. Dans le sud, ou le centre, les Martin Samba, tous ces héros-là qu'il y a eu dans le sud, n'ont aucun lien avec le combat pour les indépendances. Même dans le sud-ouest, les Bakweri et leurs revendications, dans le nord, etc. Dans le nord même, vous voyez, il y a eu une tentative de détacher Mounier pour faire de lui un héros Bamoun. Tout ça, ça vise quoi? À d'épaissir le nationalisme camerounais, pour tuer l'idée épéciste. Vous ne voyez pas que ça, c'est une commande, c'est une télécommande de la France,
qui est donc repris en interne par l'État néocolonial qui est au pouvoir, qui organise ça en entretenant l'élitisme qui permet de contrôler chaque région du Cameroun et en faire un bastion. Sous le main d'un homme fort, Chaque région a un homme fort, entouré de sous-hommes forts, qui lui aussi a des sous-hommes forts. On cadenasse dans les régions comme ça, et du coup le RDPC donc a une machine que personne ne peut battre. Voilà, ne peut battre. Et tous les opposants qui sont largués à la périphérie de cette organisation se débrouillent donc comme Limbe Robert, n'est-ce pas, à monter les enchères pour exister. So Mr. Eli Milobe is being manipulated by the new colonial state of our country. By himself first. By himself first. Himself first. By all this heritage. And you are saying political heritage. Yes, and you are saying that the benefit of this fermentation of the unique memory or heritage of Cameroonian nationalism is for the sake of elite and for the new central government and French. Are you agree with this analysis? Neo-colonial government. Neo-colonial government. And they are the one benefit from this fermentation of yes. That is the secret organization, political organization of our country. It's not, you cannot read it anywhere. But how can Mr. Eli Milobe can use this strategy for him to gain some political position? Meanwhile, we know that the demographic election numbers of any group in Cameroon, the Sawa are not too enough in the field of election. How can Eli Milobe can use this strategy while knowing that the Sawa are not so enough to vote him? No, it's not a problem. It's a fact. It's a fact. What is your basis to say that to qualify Sawa by they are not enough in numbers? According to the sociological analysis of the political yes, some analysis, some sociological analysis, some because in politics you can transform a minority to the majority. At a majority, to a majority. It depends on your stratégie. Eli Milobe a une stratégie qui consiste justement à jouer donc sur cette minorité, la sanctuariser dans le cadre de la sacralisation de l'ethnie. Il faut bien comprendre, parce que pour lui, l'horizon indépassable, c'est l'ethnie. C'est clair, ses propos sont clairs. Donc, la politique à Douala se limite à la revendication d'une spécificité Sawa, mais dont il a le monopole, en termes d'élaboration, d'expression et d'affirmation. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, ça permet de transformer les problèmes fonciers réels en discours politique. En discours politique, basé sur l'unité ethnique. Il faut bien comprendre la manière dont c'est organisé, c'est élaboré, comment il planifie son intelligence politique. Il faut bien comprendre ce que c'est en train de dire. Voilà, donc, il y a des problèmes réels, c'est clair, mais la transformation politique de ces problèmes, la prise en charge politique de ces problèmes s'inscrit dans une dynamique que je viens d'expliquer. Le tribalisme, que lui-même s'enracine dans un héritage néocolonial, transmis par la France. Tout à l'heure, M. Nguessi, dans son introduction, après ça, la géoethnie. Ça s'appelle la géoethnie. La géoethnie, c'est une science, entre guillemets, stratégico-politique, qui consiste à bloquer les pays africains, à bloquer leur horizon politique dans les frontières ethniques. Là réside toute la force d'un pays comme la France pour manipuler les pays africains. Même les États-Unis. L'impérialisme a, dans la géoethnie, un de ses plus puissants leviers pour organiser les guerres civiles, manipuler les élites et enfermer les gens dans une lecture politique qui ne pose pas les vrais problèmes de notre pays sur la table. And what are those real problems of our J'arrive, je ne sais pas encore fini. Donc, je suis en train d'expliquer le morcellement de l'héritage patriotique de notre pays. Son morcellement. Ce qui donc débouche sur le fait d'interdire la narration d'un véritable récit national qu'on transmettrait à nos enfants. Vous n'entrez pas dans la modernité, vous n'avez pas un récit national. Vous n'entrez pas dans la modernité, il ne faut pas rêver. La modernité, ce n'est pas un transfert
des techniques, des machines de l'école coloniale. La modernité, c'est une histoire que vous construisez et que vous racontez à vos enfants, vous transmettez à la hauteur des enjeux de l'histoire, tel qu'il se décline dans une période. Mais où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on peut aller si on s'affronte dans la guerre ethnique, on va aller où? Même le problème qu'il soulève, ça va trouver quelle solution dans le cadre d'une guerre civile? Ou pas que derrière, c'est tout le jeu de la France, du colonialisme français qui est à l'œuvre, encouragé par l'État néocolonial, l'État camerounais, qui lui-même, à la faveur de tout ça, s'oppose comme le rempart contre la guerre, l'embrasement général, contre l'affrontement des ethnies. Et du coup, donc, indéboulonnable. Puisque si on veut le renverser, c'est la guerre civile. Donc, c'est une peur stratégique. Donc, l'État néocolonial produit une peur stratégique en laissant, n'est-ce pas, ce type d'incendie s'allumer. D'où le silence de l'État camerounais à l'heure actuelle, qui a pourtant voté une loi, soi-disant, de réhabilitation. Donc on voit, c'est pas seulement à Douala, il ne pas le seul. Vous avez pris l'intégriste Bamileke qui sont dans le même jeu. Ceux qui tribalisent de la mémoire de Nes Wandje font de lui un héros Bamileke. Ceux qui font le Oumyobé, c'est un Bassar. Qui font le Oumyobé, un héros Bassar. Ça, c'est quoi? C'est le même jeu. Il ne me pas seul dans ça, c'est le même jeu. Ce qui est vrai pour le Sawa est vrai pour les élites Bamileke, est vrai pour les élites Bassar, est vrai pour les élites nordistes. On est reviendra. Vous savez toute une menace qui prend sur le Cameroun. Il y a tout un discours qui est fait par un lobby parlons comme ça, du Grand Nord, entre guillemets. Alors, ce qui ne veut rien dire, mais ils ont encore réussi à imposer ça, Grand Nord, qui dit que mais, le pouvoir doit retourner au Nord, puisqu'ils ont donné le pouvoir à Biya, Biya doit le mettre le pouvoir. Mais Guibert Gatama dit quoi? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il est porte-voix. Il n'est pas le seul à le dire. Il y a encore des élites encore même plus importantes que lui qui le disent. Fama doit aller avec dit quoi? Dans une interview clé, il a assumé ça et il l'a caché. Ça fait l'objet de câbles diplomatiques des États-Unis. À propos d'Amadou Ali, il ne pouvait parler que de lui. Donc, vous voyez très bien que ça rentre dans une organisation sociopolitique du pays qui est prise en charge par l'État néocolonial, qui fabrique donc des monstres comme l'Emi Lobé dans chaque région du pays. Le but, je le rappelle, c'est d'effacer la mémoire nationale. Ça, c'est l'autre dimension. Alors pourquoi? Il revient donc au fil conducteur. Après, je répondrai à la question que l'indépendance était à passer. C'est important, je reviendrai. C'est quoi le fil conducteur de tout ça? Le fil conducteur, c'est quoi? C'est que l'État néocolonial souffre d'une crise de légitimité historique. À ne pas confondre la légitimité électorale. Je répète encore. L'État néocolonial souffre terriblement, c'est un cancer qui le ronge, d'une crise de légitimité historique. Et je répète, à ne pas confondre avec une légitimité électorale et une légitimité successorale, du régime Ayodjo au régime Biya. Pas confondre. Explain on this historical legitimacy, Mr. President, please, for the government of our followers. Mais, l'État néocolonial camerounais a pour le pouvoir pour célébrer une indépendance pour laquelle certains n'ont pas combattu. Effectivement. Bon, la question est celle-ci. Ça peut tout à l'heure revenir dans la question de l'indépendance. Que M. Emi Lobé, reprenant les propos du général Semengue, s'amuse à instrumentaliser comme ça. Nous allons déconstruire ça. Voilà. On va déconstruire ça. Parce que l'idée, c'est l'idée que après 60, le combat ne se justifie plus. On vient de venir. Mais je voudrais terminer pour vous dire le fait conducteur. Je vous ai parlé des aspects. J'ai dit que la question que vous avez posée a plusieurs aspects. J'ai commencé par les aspects personnels. Il y a l'individu, les aspects politico-personnels. Je suis passé aux aspects politiques liés à la politique nationale néocoloniale qui tient le pays. Maintenant, je passe donc à ce que j'appelle le fil conducteur de tous ces aspects-là. Le voici. L'État néocolonial au Cameroun souffre d'une crise de légitimité historique. Je précise, afin que mes propos ne soient pas déformés, hein, parce que beaucoup de gens n'ont pas là de la nuance politique. Tant pis.
On ne confond pas la légitimité historique avec la légitimité successorale liée à la tenance à la tête de l'État. On est passé du régime à au régime bien. Ce n'est pas le même régime, même si dans le fond, on peut dire continuité, mais ce n'est pas le même régime. Voilà. On ne confond pas la légitimité historique avec la légitimité électorale. C'est la même chose. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est quoi la crise de légitimité historique? Voilà pourquoi dans le discours, nous, quand nous parlons d'État néocolonial, c'est une signature historique. Des vrais UPCistes, des vrais. Pas les gens qui disent que c'était un Bassa, Wandje était un Bamileke, etc. Voilà. Qui disent que Tété Combo, le Mangabel n'ont rien à voir avec le combat IPCiste. Alors que sans Mangabel, sans Gossodine, sans les héros fondateurs Douala, qui ont signé le traité Gemalo-Douala, il n'y a pas de patriotisme camerounais. Il n'y a pas. Et Mouniobé, avec quel argument il est allé à l'ONU? L'UPC est l'enfant naturel des combats patriotiques que l'ont précédé. Il a seulement, l'UPC a amené ça. Elle a amené ça au niveau le plus élevé, mais c'est la continuité directe. Exactement. Bon, alors, des gens comme Elimine Lobé, qui veulent entrer dans le jeu de faire comme s'il n'y a rien, et qui pour ça sont obligés de tuer Wandje, d'assassiner les héros dans la nature camerounaise, lui et ses collègues de l'Ouest, du littoral, des bassins, etc., hein, qui sont dans ce jeu, tous ont un problème que je suis en train de vous expliquer. L'illégitimité historique des différents régimes qui ont gouverné ce pays depuis 1960 à aujourd'hui. Ces régimes en sont conscients. Donc, du coup, mais quel est leur problème? Mais il faut liquider la mémoire, les récits qui nourrissent et entretiennent les connaissances de cette illégitimité historique. C'est tout. C'est le problème fondamental. Ça, c'est le problème fondamental. Donc, la meilleure façon d'effacer cette illégitimité historique, c'est d'effacer toute l'histoire de l'UPC. C'est de diaboliser le combat UPCiste. C'est de permettre contre Wandje de bandits. C'est d'encourager ce saucissonnage de la mémoire patriotique camerounaise en mémoire patriotico-tribale, ethno-régionale, etc. Alors, je ne parle même pas des lobbies ethno-financiers qui sont derrière tout ça. Donc, vous voyez très bien les enjeux. Donc, ça, c'était pour expliquer d'abord dans un premier jet la trame qu'il y a derrière l'éruption volcanique de la pulsion qui travaille et lui de son intérieur, avec lui, tous les tribalistes camerounais. Mr. President, we talk of Semenge, we are going to floor out Semenge. Depuis l'indépendance, on dit que l'indépendance était finie. Dans le combat, là, n'était plus justifié. Yes, we are going to floor out all those elements because you said something very important. We talk of Mr. Semenge, because Mr. Semenge Pierre was a general in Cameroon Army, and he's one of the inspirators of what Mr. Elimi Lobe just said maybe last week, because Mr. Semenge in 2012, to precise, it was in February, where he said that the nationalist fight had all its reasons before 1960, and that after 1960 there were no reason again to fight because Cameroon was already had its independence, and that he said that all those nationalist UPCs that were fighting were he qualified them as in limit as terrorists because they were the usual name that were given to them, that they were Makiza. Then Mr. Semenge went up and said that they were almost terrorists and that there were no need again for them to fight after 1960. And he went up again by saying that in 1961, Cameroon had its reunification. So the fighting nationality of the UPC had no hold again, Mr. President. You, that we know, you are the president of the Popular Movement, one of the heads of UPC ideology. What assessment can you make to this insertion of this word of General Semenge? First of all, I will say that I have great respect for the general of our army. I have great respect. He's an ancien
of our army. We must have a great respect for him and his career, all his career in the army. But we are not talking about the general of army. We are talking about the general politician who has become a politician, who can qualify and qualify the historical movement of independence as a terrorist action. C'est important to make difference about it. Une fois que j'ai dit ça, donc le général Semengue, c'est un général de notre armée pour qui nous avons du respect. C'est une des figures les plus anciennes, une des figures fondatrices de l'armée nationale du Cameroun. Donc je respecte ça. Nous saluons le général. Mais nous n'apprécions pas le général politicien qui tient des discours politiques en qualifiant le mouvement nationaliste camerounais de terroriste. Et en le divisant en deux parties, la partie avant l'indépendance et la partie après l'indépendance. Après l'indépendance, donc, tous ceux qui luttaient contre le combat historique voulaient le pouvoir. Et de ce fait, ne menaient plus une lutte d'indépendance, mais une lutte pouvoiriste. Exactly. De ce fait, donc, sont assimilables à des bandits, à des terroristes. And that he, Semengue, was Voilà, donc ça c'est un général, pacification war. ça c'est un général politicien. Exactly. Je vous dis pourquoi. Parce que même sur le plan militaire, un général comme Semengue ne peut pas faire croire que l'armée du Cameroun, dans son devenir historique, ne revendiquera pas demain tôt ou tard la mémoire de l'armée de libération nationale du Cameroun, de l'ANK. C'est impossible. Je dis, même sur le plan militaire, c'est comme si notre armée est née, dont notre armée est d'essence néocoloniale. C'est comme si le général Semengue confirme le fait que notre armée est d'essence néocoloniale. C'est le problème. Vous ne pouvez pas. L'armée camerounaise, son âme, il persiste. Sauf à dire que son âme est une cotisation des formations qu'on aurait obtenues à Saint-Cyr et ailleurs. Cotisées. You are saying that the soul of the army is UPCs. Il n'y a pas d'autre choix que ça. L'armée camerounaise ne peut pas être une armée si elle ne revendique pas l'héritage du P6. Elle sera une armée de quoi? Bon, Cameroun, Attendez, quelle serait sa base historique? Sa base serait quoi? Les formations cotisées des 5-6 partout. But that's the real fact of Cameroonian army. Non, c'est pas vrai. Tous les militaires camerounais ne pensent pas comme le général Semengue. Je peux vous rassurer. Et à l'heure actuelle, la manière dont l'armée camerounaise gère les menaces qui pèsent sur le Cameroun conforte ce qu'ils sont en train de dire. La manière dont cette armée réagit, c'est le fighting spirit qui persiste. Pourquoi? Attends, l'armée camerounaise, son rôle, c'est quoi? Préserver l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et la souveraineté nationale, monsieur. C'était le combat des IPC. C'est ça l'âme immortelle du Cameroun. C'est quoi? Donc, le principe que tous les militaires camerounais ne pensent pas comme le général Semengue. Il ne faut pas croire que les gens pensent comme lui. Mais, j'ai dit, là maintenant, nous on s'en prend au général politicien. It was good to precise in Mr. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on s'en prend au général politicien, qui est même en contradiction avec le chef de l'armée du Cameroun, le président Biya. Parce que le président Biya il a réaffirmé dernièrement, lors de la réception du rapport de la commission mémoire. Du truc que vous appelez rapport de la commission mémoire franco voilà. J'ai de la peine à gérer ça. Pour moi, c'est un chiffon. C'est un chiffon politique. Ça peut servir sur le plan de la science, mais c'est un chiffon politique. Donc, pour moi, ce n'est pas un rapport, ça. Mais le président a rappelé, alors qu'il est sur le mémoire, les pages de son livre éponyme, la libéralisme communautaire, où il célèbre les dignes fils du Cameroun qui ont arraché l'indépendance par le biais d'une lutte héroïque. After rehabilitation in 1991. Qui est le chef de l'armée au Cameroun. Bon, quand un général de l'armée du Cameroun n'a pas la même visée, la même vision de la lutte d'indépendance que son chef, c'est pour aboutir à quoi? Tell us, Mr. President. Non, mais je vous dis, je ne dis pas que c'est un fait. C'est un fait. Ça montre que il n'est pas en accord avec le chef de l'armée sur cette idée d'indépendance du Cameroun. Bon, c'est une contradiction, il la gère, mais je l'assure que vous comprenez que la position du général Semengue n'est pas tenable. Parce que d'abord, c'est contraire à l'idée que se fait le chef de l'État du Cameroun de la question de l'indépendance. C'est contraire. Parce que le président a écrit le livre, son livre fondateur, son livre programme politique, c'est
libéralisme communautaire. Il a encore revendiqué l'autre jour, quand il recevait le rapport, c'est une signification sans un sens. Sans un sens. Le président dit, mais il fallait en arriver là. C'est ce que le président a dit, pour le citer. Il fallait en arriver là, c'est clair. Le général Semeng n'a jamais varié sur ses positions. Et de ce fait, il est une des figures sévères de cette théorie que M. Louis Lobin balance comme ça souvent. Voilà, voilà. Donc nous allons démontrer que le général Semeng a tort. Qu'il a tort et que ses propos sont en totale incohérence avec sa carrière militaire. D'abord, quand on dit que l'indépendance est terminée, qu'est-ce qu'elle commence? Quand on dit que la lutte pour l'indépendance était finie, que ce soit Elie Lobé, Jonas Semeng, c'est qu'on déclenchait la lutte là. Donc, alors, vous ne pouvez pas arrêter ce que vous n'avez pas commencé. Le Cameroun was proclaimed independent in 1960. Non, laissez ça, laissez ça. Je vous dis qu'ils ont dit que la lutte pour l'indépendance était terminée. Mais je dis que ne l'ayant pas déclenché, ils ne peuvent pas l'arrêter. Au moins, ça, on est raisonnement logique élémentaire d'abord. On est au début, hein. On est au début. Donc, ils n'ont pas, donc ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que pour parler, c'est pour ça que pour masquer son préjugé idéologique à l'égard des suprécistes, il les condamne dans un mot vulgaire, terrorisme. Terrorisme. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourra assimiler les 9 Wandje aux ambazoniens, par exemple. Le général assume ça. On pourrait les assimiler aux ambazoniens. Hein? Et tous les bandits criminels qui se livrent à ce qu'on connaît dans nos villes, etc. Voilà, donc il y a ça, c'est important. Donc vous ne pouvez pas arrêter ce que vous n'avez pas commencé. Pour arrêter ce que vous n'avez pas commencé, il faut aller étudier ça sérieusement. Mais on sent qu'il n'a pas étudié, puisqu'il reprend les mots de la France, les mots français. Bon, je comprends. Est-ce parce qu'il est Saint-Syrien? Je ne sais pas. Je pense qu'il reprend les thèses françaises. Deuxièmement, de quelle indépendance parle-t-on? C'est-à-dire que si on dit que l'indépendance, le lutte pour l'indépendance était fini, on suppose que le Cameroun était réellement indépendant, que le Cameroun est devenu indépendant. Ça pose un problème. Si le Cameroun était alors indépendant, qui a lutté pour l'indépendance là? Puisque Jonas Semeng lui-même sait, dans son discours, il sait que le régime d'Aïd n'a pas lutté pour l'indépendance. Notre régime a été placé au pouvoir parce qu'il était justement anti-indépendantiste. Pour l'indépendance, est une bonne chose. On prend tout ce qui va avec. Ça veut dire donc que le combat des nationalistes était un combat noble, historique, héroïque et créateur pour l'État du Cameroun. Ou on rejette l'indépendance, on rejette tout ce qui va avec. Mais vous ne pouvez pas vous réjouir de l'indépendance, puisqu'il dit que bon, on était indépendant. Donc, ils sont contents. On ne peut pas se réjouir de l'indépendance et ne pas poser son problème à savoir, mais cette indépendance est une bonne chose qui justifie la naissance d'une armée, pour ne parler que de l'armée, et l'avènement des généraux. Dois-je rappeler au général que sans l'indépendance, il ne pouvait pas être général, ni capitaine de l'armée. Attendez, c'est l'État indépendant qui a une armée. Donc, il est même général là, capitaine, il a fait une carrière militaire parce que les Oumniobé et les Wandje se sont battus sur la question de l'indépendance. Comme on ne peut pas dire ça, il n'est pas donc qualifié pour dire que le combat a été fini une fois l'indépendance acquise nominalement. Il n'est pas qualifié pour le dire. Deuxième chose, c'est que le général, il est âgé quand même, mon général. Quand même, vous ne pouvez pas. C'est qu'une indépendance, ça. Donc, on va dire que l'indépendance du Cameroun est une indépendance octroyée. L'État du Cameroun est créé par décret, en 1957, par le général de Gaulle. Mais c'est que l'État indépendant qui est créé par décret. Par un chef d'État étranger, en plus un colon, barbare, sauvage, criminel. De Gaulle. De Gaulle qui crée l'État du Cameroun. Donc le général, est-il fier, lui, ce général, que nous respectons, est-il fier? C'est-à-dire, il va dire à ses enfants que l'indépendance du Cameroun est un don de la France, par décret du général de Gaulle. C'est ça qu'il va dire à ses enfants? Alors, donc, c'est-à-dire que, troisièmement, la guerre d'indépendance a précédé l'arrivée d'Aïd au pouvoir. C'est important. La guerre d'indépendance a précédé l'arrivée d'Aïd au pouvoir.
est déclenchée dès les années 55. Parce que la France décide d'en finir avec l'UPC et de l'évacuer du jeu politique. Mais, donc, entre nous, il ne faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Le débat, ce n'est pas entre le général Semengue et l'UPC. C'est un débat qui n'est pas à son niveau. C'est pas lui, il n'est pas l'interlocuteur. Ce n'est même pas au niveau d'Aïdjo, parce que dès 1957, la guerre a commencé. Il n'y a pas encore l'État du Cameroun. Donc, c'est quand la France décide d'éliminer le mouvement nationaliste que la France crée le processus de remplacement de l'UPC par les fantoches. En chef, dont Aïdjo, qui sont tous des Ojulatistes, puisque tous sont des enfants d'Ojula. C'est quand on dit enfants, ce n'est pas une attitude des enfants politiques des Ojula. Le chef du parti des démocrates camerounais, qu'on appelait bande des cons. Oui, bande des cons aussi. Ojula. Mais qui est Ojula? Alors, il faut rappeler ses filiations, là, monsieur. Attendez, qui est Ojula? Qui est Ojula? C'est l'ennemi de l'État du Cameroun, en tant qu'État indépendant, en tant qu'État moderne, c'est-à-dire un État moderne, c'est un État digne parce que il émerge des luttes de son peuple. Sinon, vous n'êtes pas un État, vous êtes un État fantoche. Donc, la guerre d'indépendance a précédé l'arrivée au pouvoir d'Aïdjo. Mais Aïdjo n'est pas arrivé au pouvoir par élection. Mais on l'a nommé président. On l'a nommé. Qui l'a nommé? C'est la France. C'est la France qui l'a nommé. André-Marie Bida est Premier ministre. Attendez, en 57. André-Marie Bida est Premier ministre en 57. Mais il a un problème, il est trop fier. Et puis il ne voit pas, il ne regarde pas d'un très bon nom les accords comme vous le faites signer. Pourtant, c'est un vilatiste. Hein? C'est un vilatiste. On l'évacue, on l'enlève. Parce que lui aussi, il avait un problème. Il était anti-précis. Il voulait lutter pour l'indépendance en étant anti-précis. Comment? Donc, la fois, on l'a enlevé. Et plus tard, il va se rallier au terre du précis. André-Marie Bida. Et après, il finira comme nous connaissons en prison, etc. En 58, donc pour remplacer Marie Bida, la France met Aïdjo au pouvoir. Et que fait Aïdjo? Il signe les accords secrets de coopération avant l'indépendance du Cameroun. On appelé ça, monsieur le général. On ne peut pas quand même laisser. 10 à historique à facteur, il y a pris. On ne peut donc pas. Il ne faut pas seulement dire ça, il faut qu'on tire les conséquences. On ne peut donc pas laisser le général s'amuser avec les faits historiques comme ça. But some people will say that c'est un crime contre l'histoire. Some people will say that in 1960, before 1960, the UPC members were fighting for the independence of Cameroon. Yes. And after 1960, those revendications of the UPC was still in actualities. Yes, j'arrive. Oui. That's why I'm putting on the table these historical facts. It's very important to bring in, Mr. President. Very important. Look, when General Semengue is calling independentists as terrorists, we cannot allow it to pass like we that. can't allow it to pass like that. That's why I'm putting on the table these historical facts. L'arrivée au pouvoir d'Aïdjo, c'était même, on l'a mis au pouvoir pour, c'est-à-dire, combattre les duplessis, c'est un sens. Donc, du coup, ni Aïdjo et tout ce qui va avec ne sont pas les interlocuteurs pour qualifier le combat des duplessis, puisque le combat là a précédé leur arrivée au pouvoir. C'est-à-dire que c'est clair. Et deuxièmement, les faits sont là. Donc, c'est pas l'indépendance quand tous les accords de coopération, c'était que vous avez signé, ni l'indépendance, à tout point de vue, au plan monétaire, au plan culturel, au plan scolaire. Donc, le général serait donc partisan d'une indépendance fantoche. Manifestement. Il serait donc partisan de la néocolonie. C'est un néocolon alors. J'ai du respect pour le général. Je ne voudrais pas, je voudrais pas arriver là. Donc, pour quitter dans cette partie de ce questionnement, c'était important. L'UPC est la plus grande chose qui soit arrivée à l'histoire du Cameroun. La plus grande chose. Sans l'UPC, ce pays qu'on parlerait de dans l'histoire, on dirait quoi? Des sous-hommes à qui on a donné l'indépendance cadeau. Nous ressemblons, je suis désolé, on serait un peu comme le Gabon. Je ne vais pas méprisant ce que je dis, hein. Mais je rappelle seulement un fait historique. C'est-à-dire que des pays qui ont cédé l'indépendance par cadeau,
Et Lyon va appeler De Gaulle papa, papa. Donc il fallait aussi que le dirigeant appelle De Gaulle papa, papa, papa. Papa, papa De Gaulle, papa. Et puis, si De Gaulle est malade, on pleure. Que papa ne meurt pas, on prie pour toi, ne meurt pas, tu es malade, tu pars, on va rester avec, etc. Ça va ressembler à la Côte d'Ivoire. Vous pouvez être un grand patriote avant, mais après, on sait ce qui s'est passé. Effectivement. On peut citer plusieurs pays comme ça en Afrique qui ont accédé à l'indépendance sans un mouvement de libération nationale. Ce qui fait la fierté de l'histoire du Cameroun, ce n'est pas l'indépendance que Aïdjo l'a reçue comme don. C'est la lutte des spécistes qui a retenti dans le monde entier et qui a classé le Cameroun parmi les grands pays du monde qui ont obtenu leur indépendance par la lutte. C'est ça l'honneur. Le mérite revient à l'UPC. Oui, on ne peut pas nous enlever ça. Vous enlevez ça au Cameroun, nous, l'État là ne vaut rien. Si on enlève l'histoire épéciste là, l'État camerounais ne vaut rien. Donc, si on enlève l'histoire, ça veut dire que c'est il n'est même pas un État néocolonial. Il faut trouver un autre nom. Il faut trouver un autre nom. Donc, c'est-à-dire, l'honneur historique du Cameroun, c'est l'UPC. Comme l'honneur face aux Allemands, etc., ça a été la résistance des chefs Douala et le traité Germano, qui est un chef-d'œuvre historique et qui est un document fondateur dans l'histoire de l'État du Cameroun. And to remind you, the follower that Cameroon was signed this document as a nation. Oui, c'est comme si on disait à l'époque, c'est comme si on disait que, je pense que, bon, c'est trop demandé à Libelo, il ne peut pas comprendre ça. C'est comme si on disait à l'époque que, bon, vous pouvez comprendre pour la colonisation allemande, vous enlevez l'histoire de Mangabel, d'Engosodine, de tous les chefs là, voilà. Vous comprenez quoi? Pas grand-chose en tout cas. En tout cas, vous avez compris qu'il n'y a pas eu de résistance. Mais l'honneur, tout notre honneur là vient de quoi? De l'acte de Douala, des chefs Douala, alliés à toutes les nationalités de l'intérieur, avec qui ils étaient aussi en alliance. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas faire encore le jeu des tribalistes. Bien sûr. Qui disent que Tété Kombo n'a rien à voir avec, que c'est une affaire Tribalo-Sawa, etc. Non, mais c'était une histoire historique. Ça est un instrument mondial. Le traité Germano Douala est un document universel. Est-ce que vous le savez? C'est une dimension universelle. Mais voilà. Voilà. C'est par ce document que l'Allemagne est confondue. C'est par ce document que l'Allemagne a été terrassée, même si physiquement, elle a réussi à s'imposer. Mais c'est ça. Mais voilà. Donc, c'est ça qui fait la continuité historique du Cameroun, de l'honneur, de la gloire, de la résistance et des promesses qui sont liées à toutes ces grandes valeurs-là. Oui, Monsieur le Président Mandakani, nous allons évoluer, Monsieur le Président Mandakani. Je vous en prie. Comme nous l'avons dit à l'entame de notre émission, Monsieur le Président Mandakani, cette déclaration d'Abel Limbelo a provoqué beaucoup de réactions. L'une des réactions nous a particulièrement été utile. Il s'agit de la réaction d'un épistémologue nommé Faustin Etouké. Il dit, Monsieur le Président Mandakani, nous allons le citer. Qui? Monsieur Faustin Etouké. Ah, Faustin Etouké. Voilà. Oui, notre épistémologue, oui, je connais, je le suis souvent. Il dit l'idée de décoloniser ce pays au sens de déboulonner l'architecture institutionnelle léguée par la colonisation relève d'une stupidité à nul autre pareil. Car si on déboulonne le pouvoir législatif, députés, sénateurs, pouvoir exécutif, président et ministre, pouvoir judiciaire, magistrat, greffier, le Cameroun n'existera plus du tout. Et chaque ethnie précoloniale retournera sur son micro-territoire de souveraineté. Il poursuit en disant, la seule idée de colonisation qui vaille dans un pays subsaharien comme le Cameroun, c'est celle de remplacer intégralement tous les Blancs aux différentes fonctions et institutions supérieures qu'ils ont implantées ici chez nous en Afrique. Et donc, subséquemment, ceux qu'on présente activement et pompeusement comme des nationalistes ne sont au fond que de dangereux démagogues, pour ne pas dire des opportunistes sans foi ni loi. Il conclut en disant, M. le Président Mandakani, le seul et véritable projet de colonisateur ne vise donc qu'à chasser les Blancs de notre continent, mais uniquement pour les remplacer, pour faire ce qu'ils faisaient, et non pour vendre un rêve foireux de tropicaliser les institutions supérieures qui sont intropicalisables. M. le Président Mandakani, quand on écoute ça, intropicalisables. Oui. Qu'est-ce qu'il dit, M. le Président Mandakani? C'est un épistémologue qui parle, M. le Président Mandakani. Bon, quand on écoute ça, M. le Président Mandakani, qu'est-ce qu'on a comme commentaire? L'épistémologue, est-il dans le vrai ou alors il est complètement largué? Il est largué. Il est dépassé par l'épistémologie. Il est dépassé par l'épistémologie dont il a la maîtrise, puisqu'il est épistémologue. Effectivement, il se présente comme tel en tout cas. Non, en fait, il est épistémologue. J'ai l'habitude de le... Je le lis, hein. M. Faustin et tout, je le lis. Je ne suis pas surpris par ce type de discours venant de lui, parce que cette tentation
on la voit quand on lit ses écrits. Bon, on va faire simple. Donc, M. Touquet dit que le nationalisme, la décolonisation consiste simplement à chasser les Blancs sur notre territoire. C'est ça, non? Si. Voilà, on s'entend bien. Et juste pour les remplacer et faire ce qu'ils faisaient. C'est pas ça? Si. Voilà. Et que le reste, c'est le banditisme, c'est l'opportunisme, c'est la démagogie. La démagogie. Mais vous êtes gentil, parce qu'il faut aller plus loin. En date 96. Il dit que sans les Allemands, il n'y aurait pas de nation. Que nos nations, que sans les Allemands, on serait des groupes, des assemblements d'ethnies qui se font la guerre. Oui, on serait des groupes qui se font la guerre. Que la nation, que ce n'est pas les Allemands, et donc c'est aussi pas la France, qu'un semblant de nation peut émerger chez nous. Bon. He went further, Mr. President, that the fight that was continuing in 1960 was just to replace the main government. Yes. It's very important to expose very well all his all the aspects of his analysis. Yes, of his analysis. Vous voyez, je m'arrête un moment parce que c'est triste. C'est triste que des savants qui peuvent parler à un épistémologue. Dès que vous le voyez, vous vous cachez, non? C'est le maître du savoir. L'épistémologue, c'est le maître du savoir. Il connaît les sciences. Il connaît les sciences dans ce qu'elles ont d'essentiel. Donc, c'est triste parce que c'est incroyable. C'est incroyable. What is so there, Mr. President? What is so there? C'est-à-dire que pour lui, le combat décolonial, c'est chasser les Blancs pour faire ce qu'ils font. Première chose, ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce que les Blancs faisaient? C'est pour ça que je suis triste. C'est-à-dire que pendant les colonisations, qu'est-ce que les Blancs faisaient? Ils niaient l'humanité des Noirs, décolonisés. Ils remplaçaient les économies précoloniales par la mise en valeur des colonies. Les corvées, les massacres, les pillages, la dépossession de toutes les richesses des populations telles qu'elles étaient, telles qu'elles l'avaient avant la colonisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, on fait partie les Blancs et on installe des régimes les plus arbitraires, les plus incompétents, mais en fait qui continuent l'œuvre de Blanc. À la différence que bon, c'est pour le Blanc qui est là. Vous ne voyez pas pourquoi je suis triste. Voilà toute la théorie de la néocolonisation. Voilà toute la théorie de la néocolonisation. C'est justement de remplacer les Blancs par un endocolonat. Qu'est-ce que nous appelons endocolonat? C'est des Noirs qui continuent l'œuvre coloniale. Pourquoi doit-il Touquet critique dans ces régimes-là? Quelle est critique? C'est incroyable. Notre élite intellectuelle, c'est incroyable. Deuxièmement, quand on dit que sans la construction, sans que la nation camerounaise, c'est la construction de la colonisation allemande, ça non. Donc l'histoire africaine est née avec la colonisation. L'histoire africaine est née avec l'avènement des colonisateurs. On ne peut pas dire de l'esclavagisme. Donc, d'après notre épistémologue, avant la colonisation, avant l'arrivée de l'Allemagne, n'est-ce pas, l'Afrique n'a pas connu des empires, des États. Donc l'idée de l'État n'a pas existé en Afrique. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que, donc c'est ça, c'est-à-dire que donc, pour lui, donc, et je connais sa réponse, que non, il parle du Cameroun, qu'est-ce que le Cameroun avant l'Allemagne, c'était quoi? Mais est-ce qu'on peut analyser l'histoire de l'Afrique comme ça? Parce qu'analyser l'histoire de l'Afrique comme ça, c'est ce pourquoi tous les vrais historiens africains, depuis Kizerbo, en passant par ont lutté. Justement de rejeter la méthodologie néocoloniale en matière de critique de l'histoire de l'Afrique. C'est ça. Donc, ça dit que nous sommes des troupeaux, n'est-ce pas, des troupeaux, des tribus furieux, prêts à se tuer les uns les autres, qui ont donc besoin de la colonisation, n'est-ce pas, pour modérer et nous civiliser. Mais c'est la théorie de la mission civilisatrice. Elle est là. Mr. Faustin, elle est là. Et c'est ça qui soutient les thèses d'Élie Loubet et les autres. C'est ça qu'il y a derrière. Élie Loubet, je le connais, c'est un anti-panafricaniste primaire. Je dis primaire. Il n'a qu'à voir quand
quand on commençait les combats panafricanistes, il venait souvent sur notre plateau, qu'est-ce qu'il disait? Rappelez-vous, ses positions sont claires. Il célébrait la France. Lui, il a toujours célébré la France. Avait une détestation particulière pour tout le combat panafricaniste, pour toutes les revendications liées à l'indépendance réelle, à la souveraineté. Lui, ne me l'a jamais. Quand vous parlez ça devant lui, mais comment? Il change. Il change. Donc, toute cette thèse-là entre dans cette logique-là. C'est quand même incroyable. Que la décolonisation consistait simplement à ça. Mais c'est ce que lui pense ou bien c'est ce que les patriotes lui ont dit. C'est qu'ils pensent, vraiment. Les patriotes camerounais et africains étaient dans des alliances internationales. Ils pensaient le monde. L'UPC, c'est un parti panafricaniste. Est-ce qu'il faut lui apprendre ça? C'est un parti panafricaniste. Nationalisme révolutionnaire, donc c'est panafricaniste, internationaliste. Donc, on a toujours de lier le combat. Les patriotes africains avec le combat de tous les peuples de la Terre. Ce qui fait donc que c'est inscrit donc dans l'ADN de l'uplécisme originel, le dépassement tribal, le dépassement ethnique. C'est pourquoi je dis c'est triste. Hélas. C'est triste. Mais quand vous les autres étaient Djemalo Douala, c'était un chef-d'œuvre. Est-ce que c'était Djemalo Douala? C'est la célébration de l'ethnie. C'est une offre d'universalité à l'Allemagne qui n'y a rien compris. C'est l'invention de la co-souveraineté. On dit le traité de Djemalo Douala. Donc c'est quand même extraordinaire qu'on fasse croire que sans ces gens-là, on n'aurait pas pu nous mettre ensemble. Mais qu'est-ce qu'il en sait? That is why, Mr. President, I want to ask you if Mr. Faustin is not confusing the notion of nation and that of a state. But we are going to ask him. Huh? If you know him, go and ask him. My job is not to enter in his head. It's not my job. C'est un épistémologue, c'est un savant. Bon, est-ce que vous pouvez lui parler? C'est un savant, non? Il va vous brandir son titre d'épistémologue. Il va dire que tu es un salaud, tu ne sais rien. Mais voilà donc les œuvres de l'épistémologue. Ça arrive quand on confond les problèmes réels qui sont là, dont on ne peut pas nier la réalité et l'existence, et l'instrumentalisation de ces questions-là, de ces problèmes, à des fins politiques, mais aussi dans l'optique d'une guerre civile, d'une guerre des ethnies. Le problème qui est sous-jacent à cette contradiction que notre pays affronte à partir des questions foncières. Vous observez très bien que des élites préfèrent ne pas affronter la France. Les élites préfèrent ne pas affronter l'impérialisme. Mais on préfère des guerres tribales, des oppositions tribales, mais qui fondamentalement débouchent sur des guerres civiles. Sur les guerres civiles. Et comme ça a eu lieu ailleurs à la fin, non seulement on n'a pas résolu les problèmes qui ont justifié les guerres interethniques, mais les pays ont reculé, ont fait un bond en arrière. Que ce soit, si on prend le cas du Centrafrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout. Donc, si on veut régler les problèmes réels qui existent, c'est une chose, on les règle. Et la personne morale qui a l'obligation de les régler, c'est l'État. Il ne le fait pas. C'est lui qu'il faut interpeller de manière fondamentale. Pas s'en prendre à une ethnie, parce qu'une fois que cette hache-là est déterrée, on n'arrête plus. Elle ne va s'arrêter que par des génocides et des massacres interethniques. C'est inacceptable. Est-ce que nous avons besoin de ça? C'est pour ça que, là, nous disons que on ne résout pas les questions foncières dans la guerre civile. On ne résout pas les questions foncières par l'opposition des ethnies. On les résout par une politique qui débouche sur une loi. Et c'est la responsabilité de l'État. C'est ça. C'est-à-dire que quand l'État refuse de faire son travail, il faut désigner l'État comme étant responsable. Parce que la question, si on prend le cas spécifique, la question foncière dans le Mongo, mais ça relève des compétences de l'État. On continue. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas régler ça, cet État-là? Parce qu'il est néocolonial.
l'une des raisons pour lesquelles nous qualifions toujours l'État camerounais d'État néocolonial, c'est entre autres son rapport à la terre, son rapport à la question foncière. Il est le continuateur direct de la débâche coloniale en ce qui concerne l'arrachement et l'expropriation des populations autochtones de leur patrimoine foncier. Voilà. Il n'est pas démontré aujourd'hui que l'idée étatique du foncier est supérieure aux droits traditionnels en la matière. On nous a dit que c'était pour développer le pays, c'était pour des besoins d'utilité publique, qu'il fallait dépasser le droit traditionnel foncier dans le droit moderne, mais qui en réalité était le droit hérité du colon. On nous a dit ça. Mais où est ce développement? Est-ce que les populations locales profitent réellement, n'est-ce pas, de ce changement en matière de droit foncier? On peut faire le bilan. On peut faire le bilan. Donc, le mélange, l'amalgame que font les tribalistes comme Elie Mulobert, d'une part, et d'autre part les tribalistes bamileke, n'est-ce pas, et d'autres tribalistes du pays, l'amalgame qu'ils font entre le problème national de notre pays et la question foncière est inacceptable. C'est inacceptable et ça ne peut pas déboucher sur une solution, une résolution de ce problème foncier. Monsieur le Président Mandakani, vous indexez l'État qui doit prendre ses responsabilités pour adresser comme il se doit la question foncière, qui est une question si mal gérée peut déboucher sur une guerre civile. Vous avez d'ailleurs dit, Monsieur le Président Mandakani, qu'on ne peut pas régler la question foncière dans une guerre civile. Ouais. L'État a interpellé vivement pour qu'il prenne toute la mesure de l'urgence de son action à l'effet de produire une loi foncière qui soit en capacité de pouvoir régler les situations foncières qui sont plus ou moins conflictogènes. Et le monde est le théâtre le plus direct de cette situation. Et c'est pourquoi, malheureusement, certaines personnes qui se font les défenseurs de cette situation-là ont au fait de stigmatiser une tribu dans un discours politique qui peut être converti malheureusement contre les intérêts de la nation camerounaise dans son intégrité. Monsieur le Président Mandakani, au-delà de l'État, Monsieur le Président Mandakani, qu'est-ce que vous pouvez suggérer comme approche pertinente pour régler la question foncière comme Monsieur le Président Mandakani? La justice. La justice. L'État doit faire preuve d'humilité. Les communautés locales autochtones étaient avant l'État colonial. Elles avaient un savoir-faire foncier. Elles étaient là avant l'État colonial. L'État doit reconnaître ça, pas de manière lapidaire, comme se fait dans le droit foncier actuel. De manière lapidaire, limiter l'accès, n'est-ce pas, bien la reconnaissance du droit foncier antérieur à la colonisation, limiter ça à la simple reconnaissance de la jouissance des terres, pas les terres ancestrales, pas les communautés autochtones. On ne peut pas se limiter simplement à l'immatriculation, immatriculer à la question de l'immatriculation, non. C'est plus profond que ça. Il faut que l'État reconnaisse la pensée précoloniale négro-africaine en matière du foncier, sur la question de la terre. L'État a beaucoup à apprendre sur ce savoir-là. L'État a beaucoup à apprendre. Il faut voir l'avenir, c'est réconcilier, n'est-ce pas? C'est réconcilier le fait, n'est-ce pas? Le fait colonial foncier tel que l'État l'a hérité avec, n'est-ce pas? Avec le droit foncier précolonial, ancestral. Il n'y a pas deux perspectives. Et c'est pas compliqué. À ce niveau-là, c'est pas compliqué. Une fois qu'on admet le principe, c'est pas compliqué. Mais l'État lui-même, le problème de l'État, c'est qu'il a succédé, il a hérité de l'État colonial, une conception de la terre, un droit foncier qu'il perpétue. Et ça profite derrière, donc, le masque de l'utilité publique, ça profite, on voit l'émergence d'une bourgeoisie foncière qui risque de plonger le pays dans la guerre civile parce que, vous prenez le cas de l'Amérique latine, partout où il y a eu une accumulation foncière basée sur une expropriation des droits des autochtones, ça a débouché sur des guerres civiles en Amérique latine. Donc, il faut faire attention. Toutes les guerres du monde, la question centrale d'un État, c'est la terre. Hein. Toutes les guerres dans le monde, essentiellement, c'est la terre.
et c'est qu'elle renferme. Il n'y a pas d'État sans territoire, monsieur le président Mandakani. Tout à fait. Il n'y a pas d'État sans territoire. C'est tout ce que le territoire renferme. Donc, c'est un problème extrêmement important. Nous ne prenons pas le retour à une conception féodale de la terre. Attention, là aussi, il faut qu'on se distingue. Parce que là aussi, des gens comme ne clarifient pas leur position. Est-ce qu'ils sacralisent la conception féodale de la terre au détriment de l'avenir du pays? Est-ce qu'il fait la différence entre la féodalité et la tradition? C'est-à-dire que la tradition et la conception traditionnelle de la terre, parce qu'il faut bien distinguer les deux. Effectivement. Voilà. Il ne faut pas aussi diviniser le droit ancestral en matière de terre, parce que, in fine... Qui était aussi perfectible. Qui doit être... Oui, qui est perfectible. Parce que, in fine, à la fin, in fine, mais si la terre doit appartenir à quelqu'un ou à une communauté, c'est en tant que cette communauté-là aussi reconnaît que la terre, là, c'est un don divin. Effectivement. C'est un don divin et ça change la donne. Effectivement, M. le Président Mandakani. Voilà. C'est ce mot plein de sagesse, M. le Président Mandakani, nous allons évoluer. J'espère que l'État camerounais a prêté attention et que dans le schéma de réforme foncière qui s'impose à lui, il pourra intégrer cette idée qui me semble construire M. le Président Mandakani. M. le Président Mandakani, 2025, nous y sommes, hein, M. le Président Mandakani. Et au Cameroun, c'est un électoral. D'ailleurs, le président Paul Biya, dans son discours de fin d'année, a clairement indiqué que les élections prévues se tiendront certainement. Et la parole présidentielle au Cameroun, c'est un poids, notamment en matière électorale, M. le Président Mandakani. L'opinion publique camerounaise constate de plus en plus, et avec stupeur d'ailleurs, la multiplication de discours ouvertement tribalistes dans les médias. Et ceux qui le tiennent le font de plus en plus à visage découvert. Si par le passé, ils nuançaient leurs propos de plus en plus, ils se sentent un tout peu particulier de le dire de manière ouverte, de manière péremptoire. M. le Président Mandakani, la révélation des discours et des débats politiques au Cameroun est un fait que vous n'avez eu de cesse de dénoncer. Et d'ailleurs, on vous le reconnaît, M. le Président Mandakani. Quel peut être l'incident de cette dérive tribaliste sur l'élection présidentielle à venir, M. le Président Mandakani? Je voudrais nous aussi rappeler, M. le Président Mandakani, que l'enjeu de cette élection-là, c'est la succession du président qui se fait vieux. La tribalisation du débat politique a pour enjeu d'éviter que l'on pose les vrais débats sur la table. C'est tout. En fait, il se joue là l'avenir de l'endocoloniat camerounais. L'avenir de l'endocoloniat camerounais se joue dans cette tribalisation du discours politique. Parce que ça permettra, derrière la façade du caractère du rôle messianique de l'État à éviter la guerre civile et les affrontements tribaux, mais un statu quo. Je vous ai dit que ce discours, tous ces affrontements-là, visent à générer la peur. La peur. La peur de la guerre civile, la peur de l'effondrement violent et généralisé du régime qui déboucherait sur l'exparition de la paix sociale. Donc, on nous ferait donc un chantage en disant que, ok, soit vous nous laissez gérer la succession telle que nous on l'entend, soit vous me regardez, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu qu'il y a derrière le soutien tacite que l'État, n'est-ce pas, apporte à ce discours en laissant faire. Il y a tout un arsenal, je le dis, qui est là, mais qu'on n'applique pas. Effectivement. Qu'on refuse d'appliquer. Pourquoi on refuse d'appliquer? Pourquoi on refuse d'appliquer? Hein? Moi, nous avons vu des policiers ici arrêter les gens, mettre en prison parce qu'ils avaient tenu des propos désobligeants à l'égard du président. Hein? Le président ne voulait même pas qu'on arrête les gens, mais ils sont arrêtés. Il y a un seul là qu'on a vu. Voilà. Tous les jours, on viole la loi. On viole la loi, n'est-ce pas, portant sur la répression du tribalisme au Cameroun. On la viole tous les jours et l'État laisse faire parce que ça sert à l'endocoloniat. Cette affaire-là, on est dans la matrice de la politique camerounaise. Vous dites, on est dans la matrice. C'est-à-dire que c'est sensible parce que la politique camerounaise, vous allez voir, quand vous avez fini de tourner autour, son fond, c'est la question des minorités, la question des minorités, c'est-à-dire autochtones, allogènes.
c'est consacré dans la Constitution du Cameroun. Effectivement. Si l'État reconnaît le droit de chaque Camerounais à vivre partout au Cameroun, mais sous la nécessité de respecter les droits des autochtones et des minorités. Très bien, très bien. Mais est-ce que l'enjeu au Cameroun, est-ce qu'au Cameroun, il y a seulement les autochtones et les minorités? Il y a les intérêts étrangers. Il y a les intérêts étrangers qui dominent même les intérêts des minorités et des autochtones et allogènes là mélangés. Alors, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Ça, c'est la nature de l'État. On voit que derrière donc, cette question des minorités, la question de la protection des minorités, qui est nécessaire, derrière ça, vous voyez comment ça sert de paravent à la manipulation des contradictions ethno-régionalistes, dans l'optique de faire à ce que, si demain, si c'est sûr, il y a la tête de l'État, mais que ça soit comme avant. C'est-à-dire que le président Biya est parti, mais vive le président Biya sur un autre visage. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce par hasard que M. Lumbi-Lobe a fanfaronné pendant des mois sur un candidat anglophone, en nous culpabilisant tout en disant que c'est trop, il est temps de laisser le pouvoir à l'anglophone? C'est pas le fait du hasard. Vous avez là toutes les tentatives qui sont mises sur la table. C'est une pression de l'endocolonial camerounais qui vise à effrayer les Camerounais sous couvert dès l'évitement d'une guerre civile, d'une guerre entre les ethnies. Il faut descendre à l'État, que lui seul l'État, c'est-à-dire cet endocolon-là, n'est-ce pas, gère la succession du président. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. C'est inacceptable et c'est dangereux pour l'avenir de notre pays. Mr. President, it means that by saying that you are justifying that the silence, despite the multiplication of politician people like you who call for the government to regulate this type of tribalism speech that's still going on in the politics of Cameroon. But you are saying that it's a way of the government to manipulate the opinion to maintain itself. Are you justifying the silence of the state by what you are saying? Yes. Yes. Mr. President, the question I ask is at what level are you justifying it? It's an evidence. How can it be an evidence? Can you explain me why the state is not able to apply its law? No matter the fact that Cameroon can enter into a civil war? Can you explain me why the state is not able to apply its law? Which law, Mr. President? Law on the repression of tribalism. Any day in our country, we are every day. There is not a day in our country which we cannot see the transgression of the law on the tribalism. How can the state explain its silence about this violation of the laws of our country? About tribalism. Donc, ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas un fait du hasard. Cet état est silencieux parce que je vous dis, je viens de vous expliquer l'enjeu. Ça permet de se présenter comme étant la barrière au chaos. Vous savez, la peur du chaos peut amener les individus à abandonner tous leurs droits et se contenter du minimum. Le minimum et puis ça, c'est le statu quo. Le statu quo étant pas seulement le maintien de M. Biya au pouvoir, il peut bien partir, mais il est remplacé par quelqu'un de leur milieu. M. L'endocolonial camerounais actuellement n'a pas un problème. Sa réflexion fondamentale, c'est comment se reproduire après Biya. Voilà sa réflexion fondamentale. Et j'ai dit que l'endocolonial Cameroun, ça dépasse le cadre du pouvoir DPC. C'est transpartisan, je l'ai déjà expliqué. Mais le noyau dur, c'est le RDPC. C'est l'État RDPC. Toute leur réflexion aujourd'hui, c'est comment se reproduire après Biya. Ils sont en train de réfléchir. Mais en même temps qu'on désorganise la société camerounaise par les querelles tribales, mais eux, ils sont mieux organisés en tant que classe. Je répète, en tant que classe, ils sont très organisés en tant que classe pour conserver le pouvoir. Parce que tout ce que vous faites en bas, là, c'est pour vous. Hein. C'est pour vous. La conscience de classe de l'endocolonial, elle est établie, elle est claire. Malgré ces lois géo-ethniques et tribales, ils ont une conscience claire de leur unité en tant que classe.
et qui savent très bien qu'il faut tout faire en dernier ressort. Il faut éviter l'arrivée d'un troubadour qu'on n'a pas prévu, un trouble fait qui viendrait mettre leurs intérêts en péril. Je répète et je dis, vous êtes au cœur de la politique camerounaise. La question, n'est-ce pas, la question des autochtones et des allogènes, la question de la protection des minorités. Dans une constitution qui sacralise le fait que chaque Camerounais est chez lui partout, tout autour des Camerounais, mais en même temps, il y a la nécessité de protéger les minorités. Mais ici, la protection des minorités est envisagée sur quel angle? Sur l'angle d'une protection paternelle de l'État, pas sur l'angle d'une promotion économique, de la promotion des cultures dites des minorités, etc. Ce n'est pas le fait du hasard. Il s'agit de faire des minorités une clientèle qui va servir de paravent à l'État, pas sous la pression de la peur, à savoir si l'État n'est pas là, on n'aura plus de paix et les majorités ethniques vont nous bouffer. Mr. President, you talk of the stratification, the social stratification of Cameroon. You name it as classes, and that there are some classes that have all the conscience of their living. But the question I would like to ask you is, Mr. President, what is the responsibility of the state of Cameroon in regard to this constellation conflict that we are talking about today, the problem of this tribalism in Cameroon? Biggest responsibility. He has the principal responsibility. At what level, Mr. President? His role is to guarantee the national unity. That is his fundamental mission. You cannot guarantee the national unity by giving mandate to tribalists to promote those type of ideas. When you are talking about the promotion of tribalism, some ideas, some political members, you cannot do it. Whom do you want to focus? All the tribalists of our country. L'avenir du Cameroun ne s'écrit pas à l'horizon tribal. Il faut rappeler ça aux gens. L'avenir du Cameroun ne peut pas s'écrire à travers l'horizon tribal. C'est impossible. On ne peut pas le tourner en arrière, sinon c'est le génocide. On est condamnés à vivre ensemble. Je répète, nous sommes condamnés à vivre ensemble. L'avenir, c'est le dépassement tribal. Évidemment, dans le respect des droits des peuples qui composent le statut de la nation. Mais l'avenir, c'est le dépassement tribal. Mais je vais vous expliquer une chose, hein, et c'est historique. La facture sociopolitique du blocage des forces productives, c'est l'inflation ethnique. Vous dites la facture du blocage des forces productives de notre pays, c'est l'inflation ethnique. La surenchère ethnique, la surenchère régionaliste. Or, qui est responsable du blocage de nos forces productives? C'est d'abord le caractère néocolonial de notre État et par conséquent de notre économie. Mais l'endocolonat, sa mission historique, ce n'est pas de briser ce carcan. Au contraire. Carcan judiciaire. Alors, donc, du coup, il reste quoi? Il reste à aborder la lutte contre le tribalisme de manière morale. L'État devient des espèces de pasteurs qui fait des sermons anti-tribalisme matin, midi, soir, mais sans une véritable démarche, qui consiste à en finir avec le tribalisme et tout ce qui l'alimente. C'est ça qu'il s'agit. Historiquement, on sort du tribalisme par le développement économique. Le développement économique crée des solidarités nouvelles, crée des intérêts objectifs nouveaux qui vont lier les populations dans des cadres nouveaux qui sont la conséquence du développement économique et tout ce qui va avec. Mais si une société est bloquée sur le plan de l'économie, mais il est normal que, n'est-ce pas, le tribalisme remplace, n'est-ce pas, la prospérité économique et tout ce qui va avec. Bien sûr. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai souvent parlé de pré-politique, que nous sommes dans des sociétés pré-politiques.
Oui, pré-politique. Les conditions sereines de la politique ne peuvent pas être réunies dans un tel contexte. Une néocolonie. Dans une colonie, dans une néocolonie. C'est de cela qu'il s'agit. Okay. Donc, d'où encore l'actualité du projet IPCiste. L'actualité du projet IPCiste. Projet IPCiste. Oui, qui a compris que c'est l'indépendance qui peut être la mère du développement économique, de la libération des forces productives et du dépassement ethnique dans la nation. Monsieur le Président Bandakani, nous sommes arrivés au terme de notre émission, Monsieur le Président Bandakani. Nous avons eu le privilège pendant plus d'une heure de vous écouter sur cette question qui était une question cruciale, en l'occurrence, la géoethnie et son instrumentalisation au Cameroun, et la menace de guerre civile qu'elle peut générer si elle n'est pas bien contenue, Monsieur le Président Bandakani. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, ce que nous savons déjà, à savoir que l'UPC est l'âme immortelle du Camerounais, et que si le Cameroun a réussi à accomplir quelque chose de grand, c'est l'UPC qui a réussi à le faire, et c'est un mérite qui revient à l'UPC. Et évidemment à ses leaders, en l'occurrence, Rebelle Omniobé, le très célèbre Félix Oulamoumié, décédé à Genève par les assassiné à Genève. Vous dites assassiné, Monsieur le Président. Non, c'est un fait. Ok. Par le colonel français, à travers un colonel de l'armée française, William Becquerel. Le dernier, c'est effectivement Ernest Ouandié. Le grand, camarade de Mille. Clairement indiqué comme étant un très grand camarade de l'UPC et qui ne peut pas un bandit. Contrairement à ce qui a voulu être. Il ne peut pas être un bandit. D'accord, Monsieur le Président Bandakani. Monsieur le Président Bandakani, merci d'avoir été avec nous pendant ce temps, Monsieur le Président Bandakani. Cette émission que nos internautes ont bien écoutée, certainement ils sortent de là avec une opinion précise sur ce qu'était l'UPC et sur ce qu'étaient véritablement les deux UPCistes, en l'occurrence Ernest Ouandié. Disons aussi un merci appuyé à nos internautes qui chaque jour nous suivent en nombre plus important. Et nous savons que nous continuons à produire ces émissions pour qu'ils les regardent et que leur retour, après les avoir regardés, sont la bienvenue à l'effet d'améliorer la production. Nous terminons en disant merci à toute l'équipe de production et de diffusion du NMP qui travaille chaque jour d'arrache-pied pour que nous puissions produire dans les conditions optimales de qualité et de quantité, Monsieur le Président Bandakani. Chers internautes, merci encore et nous voulons ici mettre un terme à cette émission et nous prenons rendez-vous pour la prochaine production qui, dans quelques jours, sera rendue disponible sur la chaîne NMP. Restez connectés, chers internautes. À bientôt. Je vous remercie.